Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du jeudi. Le mal-être et les maladies psychiques s'accompagnent presque toujours de troubles émotionnels dans lesquels le cerveau joue un rôle déterminant. Les progrès des neurosciences ont permis une meilleure connaissance de ces phénomènes et du fonctionnement cérébral et la mise au point de traitements innovants qui ouvrent un nouveau champ de la thérapeutique à côté des soins classiques d'analyse et de thérapie et des psychotropes. Avec nous aujourd'hui, pour nous aider à mieux comprendre ces approches différentes, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le docteur Bruno Millet-Hilaregui, professeur de psychiatrie à Sorbonne Université, spécialiste des TOC et de la stimulation cérébrale à la Pitié-Salpêtrière et dans le cadre de l'Institut du cerveau, où il coordonne une unité de recherche clinique. Il est auteur de l'ouvrage Les désordres du cerveau émotionnel chez Odile Jacob. Professeur Millet-Hilaregui, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, nous allons avec vous partir ensemble à la découverte du cerveau, des structures anatomiques, des mécanismes qui sous-tendent la mémoire et les émotions, des méthodes nouvelles de psychothérapie et de stimulation cérébrale qui ont beaucoup évolué, on le verra depuis les électrochocs qui sont déjà anciens, préciser leurs indications présentes et peut-être à venir. Alors, on va planter le décor de façon extrêmement simple. Les structures les plus importantes du cerveau. Vous parlez beaucoup dans votre ouvrage du cerveau limbique, vous évoquez l'hippocampe, vous parlez de l'amygdale. Et puis, je voudrais un mot sur les noyaux gris centraux parce que c'est cela qu'on stimule dans la maladie de Parkinson. Bon, eh bien, écoutez, vous les avez cités tous, quasiment toutes, le cortex préfrontal, le système amygdalo-hippocampique qui gère notre anxiété et puis qui nous rappelle aussi que nous avons vécu des émotions importantes. Et puis, effectivement, les ganglions de la base qui jouent un rôle sur ces procédures un peu répétées avec lesquelles nous sommes extrêmement familiers et qui contribuent à nous rassurer, qui nous permettent de faire des choses sans qu'on s'en rende compte. Un peu des structures qui nous permettent d'automatiser nos propres pensées et d'articuler nos comportements avec notre pensée qui fonctionne de façon automatique. C'est eux qui sont déréglés dans les TOC, on le verra tout à l'heure. Alors, entre autres, ils sont en tout cas en cause, et c'est une cible neuroanatomique pour la maladie de Parkinson, vous l'avez dit, et effectivement, dans les troubles obsessionnels compulsifs, il s'avère que leur stimulation, la stimulation d'un de ces noyaux, permettrait une amélioration et une disparition des manifestations obsessionnelles et compulsives. Alors depuis une vingtaine d'années, donc je l'ai appris dans votre livre, le cerveau est abordé sous une approche connexionniste et pas seulement localisationniste. Eh bien oui, c'est-à-dire que... Alors, il y a effectivement une centaine d'années, on pensait que telle structure du cerveau était responsable de telle fonction. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, mais ce qui est amusant dans le cerveau émotionnel et là où il se différencie des systèmes sensoriels, c'est que ce sont souvent des systèmes intégrés avec les organes en charge des différents sens, vision, audition. Et ce cerveau émotionnel, il est enfoui au carrefour entre le cerveau intellectuel et le cerveau reptilien. Et certaines structures cérébrales s'agencent entre elles de façon effectivement à se connecter, à faire en sorte que les neurones se connectent les unes entre les autres et puissent interagir pour conduire à la fonction psychique, parce que il n'y a pas de fonction psychique sans fonction émotionnelle. Et donc, c'est ce qui fait que ce système limbique est si difficile à comprendre et, à mon avis, que nous l'abordons de façon insuffisante. C'est un peu les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cet ouvrage. J'ai appris dans votre ouvrage l'étymologie de système limbique. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise fréquemment. C'est un état vague et incertain entre conscience et sommeil. En fait. Oui.
Oui, oui, avec d'ailleurs une connotation aussi religieuse, hein, c'est-à-dire les limbes, c'est-à-dire ce territoire finalement qui se situe entre le paradis et l'enfer. Les limbes, on ne sait pas trop, un territoire un peu flou, un peu vague, mais pourtant c'est aussi quelque chose qui est qui fait fonctionner notre imaginaire. Et pendant longtemps, on a appelé ce système limbique, on l'a dénommé ainsi parce qu'on ne savait pas exactement où il se situait. Et aujourd'hui, il y a des systèmes quand même, des systèmes que j'appelle intégratifs, qui nous permettent de mieux comprendre ce système limbique. Le système limbique, vous dites, c'est de là que surgit l'émotion, donc la tristesse, la peur, la colère, la surprise, le dégoût, mais avec des contrôles supplémentaires qui en font, qui font la subtilité du fonctionnement cérébral. C'est le système limbique qui génère nos émotions, mais nos émotions chez l'humain sont amplifiées par nos capacités intellectuelles. Et c'est l'intrication de nos fonctions intellectuelles, de concentration, d'attention, qui se marient avec nos émotions et qui font l'unicité des émotions humaines. Vous expliquez qu'il existe donc un centre d'exécution qui active les comportements et un réseau de science ou de régulation comportementale. Alors en fait, là, ce réseau de science, finalement, nous passons notre temps entre la focalisation de notre attention, et dans ce cadre-là, nous utilisons ce qu'on appelle le système centro-exécutif, qui permet finalement de faire travailler notre attention et nous focaliser notre attention sur une tâche. Et puis, ce système-là s'articule avec le système dit de repos ou de vagabondage de la pensée, celui qui nous permet de nous relâcher. Et le système qui permet de passer de façon presque simultanée d'un système d'attention aiguë à un système de relaxation et de repos, c'est ce fameux système de science, ce fameux système qui permet de balancer de façon très rapide d'un réseau à un autre. On comprend, vous expliquez, l'impact émotionnel retentit sur le développement intellectuel. L'impact émotionnel retentit sur le fonctionnement intellectuel. Il n'y a qu'à voir certains cas de personnes qui vont souffrir de dépression sévère et qui vont voir leur fonction... Vous racontez plusieurs histoires. Je crois que c'est le cas de Madeleine, qui est une dame... qui a peur d'être ruinée. Voilà, je crois, qui a peur d'être ruinée, qui va rentrer dans un état dépressif. Mais cet état dépressif va entraîner l'altération de ses fonctions intellectuelles au point qu'à un moment donné, on a un doute sur une pathologie neurodégénérative. Le traitement de la dépression va améliorer et le fonctionnement, la dépression à proprement parler, et va améliorer également le fonctionnement intellectuel. Donc il faut bien comprendre que prendre soin de son cerveau émotionnel est une priorité. Vous citez, là vous venez de parler de Madeleine, vous citez le schizophrène, vous dites chez le schizophrène, il y a une dégradation du cerveau émotionnel qui a immédiatement un retentissement sur le cerveau rationnel, ce qui l'éloigne du monde réel. Absolument, avec des conséquences et une pathologie qui apparaît à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, et avec des atteintes effectivement, et à la fois des fonctions intellectuelles et des fonctions émotionnelles. Alors, l'information, le message passe par des substances. Donc, vous dites, il y a des neurotransmetteurs, il y a des neuromodulateurs, il y a des neurohormones. Alors, on sait que les psychotropes agissent par l'intermédiaire de ces neurotransmetteurs, mais on apprend dans votre livre que les autres méthodes que vous préconisez, elles aussi, s'appuient sur la libération de ces substances. Alors, les neurones se connectent effectivement entre elles par le biais de molécules chimiques, mais ce qui conduit à la libération de molécules chimiques entre deux cellules neuronales, eh bien, c'est la transmission électrique. Et donc, on peut aussi agir par la transmission électrique sur la relation et l'interconnexion neuronale. Et donc, jusqu'à maintenant, effectivement, et comme vous le rappeliez en introduction, sur le plan thérapeutique, on avait jusqu'à maintenant les psychothérapies d'un côté, de l'autre côté, les molécules chimiques qui agissent sur ces fameux neuromodulateurs et neuromédiateurs.
je crois qu'il est maintenant temps de développer de façon ambitieuse les thérapeutiques par stimulation cérébrale. Vous avez cité les électrochocs. Les électrochocs, c'est une technique effectivement qui peut être efficace, mais qui est quand même très brutale. On ne connaît pas son mode d'action. Et puis surtout... Vous dites que c'est une crise convulsive généralisée. Crise convulsive généralisée. Et donc c'est toujours gênant de provoquer chez un être humain de traiter le mal par un autre mal. Et donc ce n'est pas satisfaisant. Surtout ce qui n'est pas satisfaisant dans les électrochocs, c'est le mécanisme d'action. Finalement, on va déclencher un tremblement de terre dans le cerveau du patient avec une libération générale des neuromédiateurs. Il me semble qu'avec des techniques de stimulation plus focalisées, on peut s'attaquer à des structures cérébrales sans qu'il y ait une crise commerciale généralisée. Alors ça, c'est l'ancêtre, ça date de 1938. C'est encore utilisé dans... Rarement, mais lorsque c'est nécessaire, et notamment dans des cas sévères, ça peut être justifié, bien sûr. Et dans votre livre, donc, vous abordez deux types de stimulation. La stimulation d'abord profonde, c'est celle qui est chirurgicale, qui est un acte très différent en fait de la stimulation superficielle, mais qui est utilisée depuis plusieurs années dans la maladie de Parkinson. Absolument, sur la base de ce que les neurologues et les neurochirurgiens ont trouvé comme thérapeutique de la maladie de Parkinson. Progressivement, ces chercheurs se sont rendus compte que alors qu'on améliorait la motricité des patients souffrant de Parkinson, certains d'entre eux souffrant d'obsessions et de compulsions étaient améliorés aussi par la stimulation d'un petit noyau de quelques millimètres de diamètre dans le cerveau profond. Et donc, du coup, nous nous sommes lancés dans cette aventure sur un mode pluridisciplinaire, si j'ose dire, avec des neurologues, des neurochirurgiens, des psychiatres. Et nous avons montré l'efficacité de cette technique chez les patients souffrant de TOC avec une amélioration de la symptomatologie obsessionnelle et compulsive. Rappelons peut-être ce que c'est qu'un trouble obsessionnel compulsif, c'est que quelqu'un qui est parasité par des pensées et qui ne peut pas les éliminer et donc qui va être sans arrêt en porte-à-faux entre ses pensées rationnelles, celui qui lui paraît congruent, et puis des choses qui parasitent et qui l'empêchent de pouvoir fonctionner normalement. Les médicaments ne marchent pas très bien sur les TOC. Les médicaments peuvent être utiles sur ces manifestations obsessionnelles. Ce qui marche aussi, c'est les approches en thérapie comportementale, mais souvent c'est insuffisant. Et donc les patients, beaucoup de gens sont très demandeurs de nouvelles thérapeutiques. Dans votre ouvrage, vous n'abordez pas l'analyse, vous la mettez à part. C'est probablement parce que j'ai une formation de thérapeute comportementaliste et cognitiviste que je ne me lance pas dans des approches psychoanalytiques que je maîtrise moins. D'accord. Je voulais avoir votre sentiment. Ça reste dans le traitement du trouble obsessionnel compulsif. Non, pas dans le trouble, pas obligatoirement. Non. Alors, on arrive donc sur l'avènement de cette stimulation non invasive, là, ce qu'on appelle le SMT. C'est une méthode récente, elle date de 85. C'est ça. Et en fait, au contact du cerveau, on envoie un champ électromagnétique qui se transforme en champ électrique. C'est ça ? Absolument. Le champ électromagnétique, avec à l'aide d'une bobine, on va appliquer un champ électromagnétique sur une partie du cerveau du patient. Et effectivement, grâce à ce champ électromagnétique qui se transforme en champ électrique, on va pouvoir dépolariser certaines aires cérébrales et par ce biais-là, entraîner une modification qui sur la symptomatologie dépressive, qui sur la symptomatologie obsessionnelle, qui sur l'hallucination lorsqu'elle est positionnée sur un champ particulier. Donc avec des techniques qui sont très bien tolérées et qui permettent d'avoir une action focalisée sur une structure particulière. Steve ? Professeur, dans quelle mesure les expériences traumatisantes, les chocs émotionnels répétés peuvent avoir un effet sur le fonctionnement de notre cerveau ? Les chocs, ça dépend de quel choc dont vous parlez, mais si c'est un choc important, intense, Vous l'évoquez, professeur Millet, dans votre livre. Je pense que Steve fait référence au stress post-traumatique. Au stress post-traumatique, lorsque un stress est intense, lorsque vous êtes confronté à la mort d'un individu ou à une agression violente.
Eh bien, forcément, il va y avoir des conséquences importantes avec la reviviscence de l'événement traumatique qui va d'ailleurs que vous allez transformer un petit peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous rappelez un souvenir, eh bien, vous le transformez, soit vous l'exagérez, vous pouvez en exagérer même la nature, ou au contraire, dans certains cas, vous l'oubliez. Et donc, un trauma, un événement de vie, il a des conséquences dans la vie du sujet. Et lorsque un événement, les conséquences seront d'autant plus traumatiques que la charge émotionnelle négative, elle est forte. Vous racontez dans votre ouvrage, vous évoquez un couple qui est agressé dans la rue, le mari qui part à la poursuite des 2 délinquants, laissant sa femme gravement blessée. Et derrière, il n'arrive pas à se débarrasser des ruminations et d'une énorme culpabilité. Oui, alors cet individu, il va être violemment pris à partie, avec des fractures qui vont être la conséquence de la rixe qui va éclater entre les deux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ses jambes vont être réparées, mais lui va garder en tête cette agression qu'il a subie avec l'idée qu'elle va se répéter à tout instant. Et les conséquences, c'est qu'il ne peut plus sortir de chez lui. Et lorsque je l'ai rencontré, ce monsieur, il n'était pas sorti de chez lui depuis 3 ans. Donc oui, effectivement, les événements de vie peuvent avoir un impact sur notre vie psychique et avoir des conséquences comme l'état de stress post-traumatique qui peuvent durer dans le temps. Puisque Steve évoque ce sujet, vous pouvez dire un mot sur la consolidation mnésique et la reconsolidation. Ce sont des notions qui sont importantes, je trouve, nouvelles. Alors ça, c'est une thérapeutique que nous avons lancée effectivement en collaboration avec l'université de McGill à la suite des attentats de Paris, et pour des gens qui étaient victimes au Bataclan ou sur les bars du 11e arrondissement. On a proposé une thérapeutique qui s'appelle le blocage de la reconsolidation mnésique. L'idée, c'est de pouvoir justement atténuer cette charge émotionnelle négative qui suit les gens victimes de traumatisme. Et donc, il y a cette répétition, cette reviviscence, ces cauchemars, et cette thérapie par blocage de la reconsolidation mnésique qui consiste à associer un médicament, le propranolol. Oui, pourquoi un bêta-bloquant ? Parce qu'il est très... Alors pourquoi un bêta-bloquant ? Parce que ce bêta-bloquant particulièrement passe bien la barrière hémato-encéphalique et aurait justement un impact sur le stockage de la mémoire et sur le stockage de la mémoire douloureuse. Et donc c'est cette association, parce que le médicament seul ne fait pas tout, c'est l'association de ce médicament avec la remémoration du trauma, sous la forme d'un script que le sujet écrit. À la première personne. À la première personne du singulier, merci. Plusieurs semaines de suite. Absolument, qui améliorerait le patient. C'est-à-dire que au bout de... Et donc c'est tout l'intérêt de cette thérapeutique, c'est qu'au bout de 6 séquences, on améliorerait l'intensité du stress post-traumatique. Vous expliquez, vous dites que le souvenir est une reproduction de notre pensée et pas sa copie. Il est donc possible de le modifier. Absolument, absolument. On peut modifier le souvenir d'un trauma, comme d'ailleurs d'un événement positif. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un événement négatif qui nous intéresse. Alors, on revient sur les indications donc, de la stimulation. On a compris pour la stimulation profonde, pour la stimulation superficielle, on va dire, non invasive. Vous avez expliqué, donc ça pouvait être utilisé dans la maladie de Parkinson, dans les TOC, bien sûr, et vous dites avec les progrès, avec le Wi-Fi, on a supprimé les câbles, et on est maintenant donc avec des appareils qui sont des appareils miniaturisés. Alors, on n'en est pas encore là. J'espère que dans quelques années, nous allons supprimer les câbles dans la stimulation cérébrale profonde à haute fréquence. Alors, à partir de là et de tous ces travaux que nous avons conduits sur la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire ce geste chirurgical, on s'est rendu compte qu'il y avait des connexions entre le cerveau profond et le cerveau superficiel, ce qu'on appelle le cerveau cortical, le cortex, la partie la plus superficielle du cerveau. Et donc, on a pu utiliser des techniques de stimulation non invasive, et c'est comme ça que la RTMS fonctionne.
Sauf qu'aujourd'hui, la RTMS, la stimulation magnétique transcrânienne, vous souffrez de dépression, vous souffrez d'hallucinations, eh bien, vous allez devoir venir dans le service pour faire pour utiliser cet appareil qui est quand même un peu volumineux. Sauf que maintenant, on a des appareils qui peuvent s'utiliser à domicile. Absolument. C'est l'enjeu, et c'est l'enjeu de demain, c'est-à-dire soit de la RTMS miniature, soit des techniques de stimulation électrique. Là, on ne parle plus de stimulation magnétique, qui vont se développer, qui sont en train de se développer et qui auraient, pour certains d'entre eux, une efficacité prouvée. Avec des dérives qui probablement vont intéresser Steve, parce qu'on s'aperçoit que certains patients vont les utiliser pour booster leur capacité motrice, d'autres pour la motivation, d'autres pour la mémoire, et certains pour la performance chez les sportifs. C'est très utilisé ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de ce type de coaching, mais ce que je vois, en tout cas, c'est que de plus en plus, eh bien, les sportifs apprenant que l'on peut travailler sur leur cognition, sur leurs émotions, et quand on sait en activité sportive le rôle que peuvent avoir ces fonctions, eh bien, ils s'en privent pas, et je pense qu'on utilise déjà ce type de technique pour booster ses performances sportives. Voilà, on arrive, professeur Millet, au terme de notre discussion. Donc, on se rend compte que dans le domaine de la santé mentale, ces techniques de stimulation cérébrale comblent un vide et qu'en fait, elles vont prendre une place entre les thérapies comportementales, dont vous nous avez parlé, et les psychotropes, dont on sait qu'ils ne sont pas efficaces chez tous les patients et responsables de pas mal d'effets indésirables. Et mon idée, c'est que cela ne fait que commencer. Voilà, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les désordres du cerveau émotionnel chez Odile Jacob. Professeur Millet, je vous remercie beaucoup. Un grand merci pour votre invitation.